Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre quartier général de campagne. Vous êtes candidat à la primaire de la droite et du centre, ancien président de la République évidemment. Il y a 4 ans et demi, lorsque vous avez quitté la politique après la défaite de 2012, est-ce que vous imaginiez ici, assis dans votre QG, avec des photos de la France, l'équipe de France, le Tour de France, ce slogan « Tout pour la France » qui est absolument omniprésent, candidat à la primaire, je dirais, non, comme tous les candidats? Bien sûr, comme tous les candidats. Je ne suis pas un candidat particulier parmi les autres. Je ne réclame aucun privilège, aucun statut particulier. Je suis tourné vers l'avenir et naturellement, comme tous les candidats. Est-ce que j'imaginais ça? Certainement pas. Et c'est la magie de la vie. Et puis les événements. Qu'est-ce qui s'est passé? J'imaginais pas non plus qu'au lendemain de la présidentielle, François Fillon et Jean-François Copé se déchireraient à tel point que l'UMP exploserait en direct. Je n'imaginais pas que le Front National, à l'époque tout puissant puisque l'opposition se divisait, serait à ce point-là. Et je n'imaginais pas. Est-ce que vous imaginez une primaire? Est-ce que vous imaginez une primaire? Parce que c'est ça quand même qui est assez nouveau. Et vous n'étiez pas tout à fait pour au début. Attendez, je n'imaginais pas non plus que M. Hollande conduirait la France dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, avec la gravité d'une situation, avec des jeunes Français qui haïssent la France, avec le problème du terrorisme, avec 6 millions de chômeurs. Les primaires, je vous rappelle que c'est moi qui ai voulu qu'elles s'organisent, qui ai prévu les règles d'organisation et qui ai également mobilisé tout le parti pour que le financement des primaires puisse avoir lieu sans problème. Et pour que tous les électeurs, même non affiliés au parti Les Républicains, puissent venir voter. Mais une primaire fermée n'aurait aucun sens. Que tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre viennent participer à ce grand débat démocratique, tant mieux, il y a une logique. Cette logique, elle porte un nom, c'est une logique populaire. Vous avez dit à mes confrères sur France 2 la semaine dernière, rendez-vous dans 8 mois. Moi j'ai entendu, ça y est, la primaire c'est une formalité pour Nicolas Sarkozy, c'est déjà, il a enjambé, c'est réglé. Non, pas du tout. Il faut dire que vos confrères sur France 2 étaient tellement aimables, tellement généreux, tellement accueillants, tellement apaisants. Et rendez-vous, moi je vais vous faire une confidence. Ce local de campagne a été loué jusqu'en mai. Parce que quand on se lance dans une équipe, on se lance parce qu'on y croit, parce qu'on a un projet, parce qu'on veut gagner, parce que c'est l'avenir de la France qui est en jeu. Vous voulez quand même pas que je vous dise que je pense que ça va s'arrêter le 20 novembre. Vous savez, j'ai bien des défauts et des faiblesses. L'arrogance ne fait pas partie de mes défauts. Je dirais même d'ailleurs que bien souvent j'ai voulu plus démontrer qu'il ne le fallait. C'était une façon de montrer que je n'étais pas si sûr de mon destin que ça. Alors, en tout cas, depuis le début de la campagne, vous avancez à toute allure, vous donnez le tempo, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais alors, vous avez multiplié les déclarations... Je peux dire à toute allure, c'est-à-dire qu'un candidat fasse campagne tous les jours, qu'il essaye de parler de la réalité telle qu'elle est... Ils le font tous, mais vous parlez très fort. À tout à l'heure. Vous parlez très fort, et vous avez dit, vous avez comparé les migrants à des dégâts hier dans une phrase. On va y revenir. Vous avez évoqué les Gaulois. Quand on devient français, nos ancêtres sont les Gaulois. Vous avez dit la responsabilité humaine sur le dérèglement climatique, je ne suis pas si sûre. Bref, on va y revenir. Alain Juppé, aujourd'hui, dit cette campagne, elle est nulle. La nullité du débat. Il dit que vous lâchez, je cite, une incongruité par jour. Bon. Je ne polémiquerai pas, ni avec Juppé, ni avec qui que ce soit. Dire les autres sont nuls, c'est classique. C'est ce que dit... c'est ce que dit tout le monde. Et ça ne fait pas avancer le débat. Je suis certain qu'Alain, avec les grandes qualités qui sont les siennes, va nous redresser ça à lui tout seul. Je lui fais confiance. Et s'il pense que c'est pas bien, surtout qu'il ne se gêne pas pour relever le débat. Alors, est-ce qu'on peut revenir... Est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous avez dit? Non, parce qu'on va y revenir, je vous promets. Non, je vous promets. Je veux commencer sur le ton, parce que vous avez donné un ton. Et vous savez ce qu'ils disent, un certain nombre de vos concurrents? Est-ce que vous acceptez que je vous réponde là-dessus? J'ai pris un engagement devant les Français, je ne reculerai pas. J'ai dit que dans cette campagne, je parlerai de la réalité que vivent les Français. Je ne me laisserai pas impressionner par la pensée unique. Quel est le premier problème de la France? Un déficit fantastique d'autorité. Alors, j'ai dit quoi? Quand on devient français, quelle que soit la couleur de sa peau, c'est très important pour moi. Non, Ruth Elkrief, je veux d'abord revenir sur le ton. Écoutez-moi. Mais le ton est très apaisé. J'ai lu votre livre, et pages 12 et 13, vous dites, que vous reconnaissez avoir péché parfois par la forme de votre expression. Et vous dites
que vos victoires et vos échecs vous ont ouvert à la complexité des sentiments et des situations. Et pourtant, quand on vous entend parler, on a l'impression que vous privilégiez la provocation à la nuance, à la complexité. Rutel Krief, vous êtes en disant ça l'incarnation parfaite d'une pensée unique qui exaspère les gens, pas vous, mais qui exaspère les gens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le sentiment qu'à la télévision, à la radio, on parle d'une France qui n'existe pas. On peut dire l'islam et son intégration dans la République, c'est un problème sans être islamophobe. Bien sûr. On peut aller à Calais, tout à fait, voir le spectacle ahurissant de l'affaissement, je dis de l'affaissement de l'État et plus aucune autorité, et dire on ne peut pas accueillir tout le monde sans être un raciste. On peut dire une chose qui me tient très à cœur, parce que, comme vous le savez, mon père est hongrois, et peut-être ne le savez-vous pas, mais mon grand-père maternel, que j'aimais énormément et qui m'a élevé, vient de Salonique. Quand on est français, qu'on devient français, à la minute on devient français, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses origines, on n'est pas un Français de 2016, on devient copropriétaire d'un roman national au même titre que les autres. Dans mon esprit, c'est ce que j'ai dit, ce qu'ont compris d'ailleurs les Français, il n'y a pas les Français de hier matin, et puis les Français plus légitimes, il y a des siècles. Il y a des Français à la minute où on l'est. Si vos parents sont algériens, sont marocains, hongrois ou grecs, à la minute où vous devenez français, vous appartenez à un roman national, vous l'avez en héritage, il vous appartient autant qu'aux autres. Qu'est-ce qu'il y a de choquant à ça ? Mais rien du tout. Ah bon ? Mais ce que vous mais avez ce qui est dit... choquant, je vais vous dire une chose, cher Rutel Krief, ce qui est choquant, dit... c'est quand on veut faire des procès politiciens, détourner des phrases pour créer le buzz. Je vous le dis avec beaucoup de sourire, mais... je ne retire rien de ce que j'ai dit, j'y crois profondément, et c'est assez passionnant de voir les réactions sur le climat. J'ai jamais dit que l'homme n'était pas responsable. Non, Nicolas Sarkozy, on va rester sur les Gaulois. On va en parler. On va rester sur les Gaulois parce que moi je suis tout à fait d'accord. On assume l'histoire de France. J'ai donc un brevet alors. On assume l'histoire de France, mais est-ce que, il y a par un exemple, roman national. Oui, bien sûr, mais quand vous pensez que vous soyez basque, breton, parisien, que vous soyez français d'une famille qui est français depuis hier matin ou depuis 3 siècles, vous appartenez à un roman national. Mais quand et vous à ce moment-là, quand vous dites, vous devenez français, vos ancêtres sont les Gaulois, on se dit, tiens, Teddy Riner, Rachida Dati, Carla Bruni Sarkozy, Rutel Krief, peut-être. Ils sont français. Et pourtant, est-ce qu'ils sont obligés d'effacer leur passé ? Mais pas du tout. Est-ce que c'est ça que vous dites ? Mais pas du tout. Il y a un roman national, l'histoire collective. J'ai dit, à l'école de la République où j'ai été, on m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. On m'a pas appris à parler grec. On m'a appris l'histoire de France. Parce qu'un Français, quelle que soit la couleur de sa peau, il apprend l'histoire de France. De préférence d'ailleurs de façon chronologique. Je m'insurge complètement contre ceux qui disent que pour intégrer en France, il faut apprendre à l'école l'histoire de ses parents. Si la famille veut transmettre la culture familiale, c'est parfaitement justifié, c'est son problème. Si mon père s'était occupé de moi, et s'il avait voulu m'apprendre le hongrois, c'était un choix familial. Vous n'auriez pas été moins français. Mais bien sûr. Vous n'auriez pas été un moins bon français. Mais un Français... Vous êtes européen en plus. Non, attendez, excusez-moi, je suis français. Non, mais bien sûr. J'appartiens à un continent qui est le continent européen. Et je me reconnais dans une civilisation européenne. Mais je suis français. Bien sûr. Je veux qu'on apprenne le français aux Français, l'histoire de France aux Français, le mode de vie français. Quelle que soit votre origine, vous devenez français. Il n'y a pas des Français de première division et des Français de deuxième division. Il n'y a pas des Français d'hier matin et des Français d'avant-hier. Il y a un roman national et à l'école, on apprend l'histoire de France, pas l'histoire de ses parents. Dans sa famille, si on veut honorer la mémoire de ses grands-parents, si les parents veulent raconter à leurs enfants comment ça se passait, eh bien très bien. Mais le petit qui vient du Sénégal, ou la petite qui vient de Hanoï, ou le petit garçon qui vient de Hongrie, ils sont français au même titre que les autres. C'est ça la République, Rutel Krief. Je suis absolument d'accord. Alors est-ce que du coup, vous pensez aussi, je ne sais pas, comme Éric Zemmour, qu'il faudrait que les prénoms soient français pour tous les enfants ? Enfin, pour moi, c'est pas mon maître à penser. Je pense que ça n'a absolument rien à voir, que le choix des prénoms, c'est un choix personnel et familial, que la République n'a rien à voir là-dedans. La République, elle a donné à chaque Français la chance
de lui faire comprendre qu'il arrive dans un pays où ses parents ont été reçus, qui a une histoire longue, qui a un roman national, et tout d'un coup, ce petit-là, cette petite-là, il a un héritage culturel, qu'il transmettra lui-même à ses enfants. Nicolas Sarkozy, quand vous exprimez ça avec de la nuance, on entend, mais quand vous êtes en meeting et que vous assénez, on devient français, donc l'histoire... On assume l'histoire des Gaulois, on se dit, il a oublié ce qu'il écrivait dans son livre, où il disait le français de s'en mêler, où il disait que l'identité française, c'est une forme d'identité, justement, qui se rejoignait. C'est ça qu'on vous dit. Je vais vous dire, Nicolas Sarkozy, on dit, vous faites du Donald Trump. Vous faites du buzz exprès pour attirer l'attention. Pour vous, c'est une insulte. Je vous pose la question, est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Non, vous venez de dire, on se dit, d'abord... J'aime beaucoup la naïveté professée par cette grande professionnelle qui est Ruth Krief. Vous vous rendez compte, quand vous dites en meeting, attendez, dites à votre caméraman ou à votre journaliste, c'est lui qui prend une phrase, qui la sort de son contexte et qui en fait le buzz. Ne soyez pas plus naïf que vous ne l'êtes, tout le monde sait que vous êtes une grande professionnelle. Deuxièmement, il y a un problème. Donald Trump. Non mais je veux dire, vous savez que vous êtes accusé de ça, entre guillemets. On dit, il fait du Trumpisme, il veut bouleverser, il veut cliver, il veut choquer. Est-ce que vous acceptez que je vous réponde ou pas? Bon, d'abord, on n'est pas aux États-Unis. Les Américains choisiront le candidat qu'ils veulent. Il se trouve que moi, je suis l'ami de Mme Clinton. Qu'est-ce que j'ai à voir avec M. Trump? Mais vous me faites penser aux mêmes qui, en 2007, faisaient campagne contre moi. Je ne dis pas que vous faites campagne contre moi, mais c'est les mêmes. À l'époque, j'étais comme Bush, alors que j'étais ami et je connaissais déjà Barack Obama. Mais qu'est-ce que c'est? Vous voulez quoi? En permanence, vous voulez caricaturer les choses. Pas vous, Ruth Krief, le débat, en permanence. Et après, la bouche en cœur, vous allez à la télévision et vous dites aux téléspectateurs, oh, regardez cette politique qui caricature. Pas du tout. C'est pas ça. Monsieur Trump, il fait ce qu'il veut. Et les Américains choisiront qui ils veulent. Moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de parler au peuple de France d'une réalité, de la réalité qu'ils vivent. Je veux être le porte-parole de la majorité silencieuse, qui en a plus qu'assez d'entendre à longueur de journée à la télévision, vous en faites souvent l'écho à BFM, des propos qui sont totalement déconnectés de la réalité. Tout le monde a compris. Non. Oh, totalement déconnectés de la réalité. Quand je dis l'homme n'est pas le seul responsable du dérèglement climatique, je dis quelque chose de bon sens. La dernière période de glaciation. En 2009, vous avez fait le Grenelle de l'environnement. C'est ça qu'on s'interroge. Est-ce qu'il croit vraiment... Vous savez, il faut que je puisse poser un raisonnement, parce que j'avais pas fini ma phrase, quand même. La dernière période de glaciation, qu'on appelle petite période de petite glaciation, c'est 14e siècle, 19e siècle. Bon. On voit des photos de gens qui faisaient du patin à glace sur la Seine. L'homme est responsable d'une partie du dérèglement climatique, mais pas de tout. J'ai dit une chose qui me paraissait très importante, excusez-moi, c'est que le premier problème de l'humanité aujourd'hui, c'est l'explosion démographique. Nous sommes 7 milliards, dans 30 ans nous serons 9 milliards, en 2100, demain matin, on sera 11 milliards. Justement, donc je veux la création d'un organisme qui suive les problèmes de démographie mondiale. Combien d'habitants peuvent-ils habiter sur la planète? Personne n'en parle. Souffrez que j'en parle. Pour dire une expression de mon ami, c'est pas nul. Ça me semble même absolument capital. Deuxièmement, ça pose des problèmes de migration colossales. Au Sahel, la natalité par femme, 200 millions d'habitants, c'est entre 6 et 8 enfants. Il n'y a pas un continent qui peut résister à cela. Ce n'est pas des sujets anecdotiques. Justement, je voudrais rapprocher ce défi démographique dont vous parlez régulièrement d'Astérix et d'Obélix, du village gaulois assiégé. Est-ce que vous voulez nous laisser entendre que la France, aujourd'hui, serait le village assiégé, que quelque part on risque de subir une sorte de grande invasion? Mais pourquoi caricaturer? C'est quand même... Non, mais je vous pose la question. Il y a quelque chose d'insupportable pour beaucoup de Français. C'est la culpabilisation constante de la France et de l'Europe. Je vous ai posé une question, je vous réponds. Voilà. Je vous réponds, c'est pas vous. Il n'y a pas un continent et un pays plus ouvert que la France et l'Europe. Mais vous parliez des États-Unis. Essayez d'aller aux États-Unis sans un permis de travail. C'est impossible. On pourrait parler du Canada. Essayez d'aller au Canada sans un permis de travail. C'est impossible. Il se trouve que la géographie a fait que l'Europe et l'Afrique ont un destin lié. Il y a 14 kilomètres entre l'Europe et l'Afrique par le détroit de Gibraltar. L'Afrique, en 30 ans,
C'est une réalité, même si vous ne voulez pas l'entendre, et le compte va passer de 1 milliard d'habitants à 1,3 milliard. Le 3e pays le plus peuplé du monde va être le Nigeria, qui à lui tout seul aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Donc, qu'est-ce que c'est le rôle d'un leader? C'est d'avoir une vision qui voit les problèmes et qui propose, un plan Marshall de développement de l'Afrique, pour que tous ces jeunes trouvent un boulot chez eux. 2, le changement du droit de la concurrence, pour que ces milliards qui vont financer les infrastructures en Afrique profitent aux entreprises européennes et pas aux entreprises chinoises. 3, changer les conditions du regroupement familial, parce que le regroupement familial en 1974 c'était possible, mais avec les chiffres que je vous ai donnés au Sahel, on doit le suspendre, on ne peut plus. 4, poser les bases d'un nouveau Schengen. Regardez ce qui se passe en Allemagne. On ne peut plus continuer comme ça. Vous avez dit hier la France submergée par l'immigration. Vous n'étiez pas avec moi malheureusement, c'était très impressionnant. Mais oui, vous étiez à Calais, on va en parler. J'étais au port de Calais. Oui. Non mais, il y a une scène, je veux le raconter aux Français, c'est quand même extraordinaire. 10 policiers autour d'un camion, et ils examinent les camions. On arrête le camion. Un camion rempli presque à hauteur. Là-dessus sortent 10 personnes, célibataires, jeunes, pas un Syrien, contrairement à ce qu'on entend dire. Les nationalités afghanes, érythréens, soudanais, kurdes. Attendez, la police les arrête. Je m'approche, ils ne parlaient pas un mot de français, ils parlaient anglais, ils voulaient aller en Angleterre, on se demande d'ailleurs pourquoi. Ici, je dis aux policiers qui font leur travail, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il me dit, on les ramène à la sortie du port, puis ils vont revenir demain matin. Je dis, comment ils vont revenir demain matin? Vous en faites rien? Vous les expulsez pas? Non. C'est la démission de l'État. Pour qui c'est humain? C'est pas humain pour ces malheureux dans le camion. C'est pas humain pour les habitants du Calaisis, qui ont le droit, comme vous, à la tranquillité. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus de frontières à 20 000. Parce que le ministre de l'Intérieur et le gouvernement ne défendent pas les frontières de la France, vous proposez quoi? Qu'on continue comme ça? Il y a 11 000 personnes à Sangatte. Ils veulent les répartir partout en France. Ça n'est plus Sangatte. À Calais, c'est la même chose. Sangatte est à quelques kilomètres de Calais. C'est exactement la même région, sauf que Sangatte, je l'avais réglé. Calais, quand je suis parti, il y avait moins de 900 personnes. Aujourd'hui, il y en a 11 000. Ils se sont dispersés. Il y a eu 11 000, il y a eu la guerre de Syrie. Et les accords du Touquet. Et les accords du Touquet dont on va parler dans un instant, parce que c'est l'heure du journal. Le rappel des titres déjà, et on se retrouve.